Bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Alexandre de Chavannes. Bonsoir. Bonjour Monsieur Amri. Alors, vous êtes le nouveau secrétaire général de la FSU. Départemental. Il n'y a pas de généraux chez nous, c'est secrétaire départemental de la FSU Guyane, effectivement. C'est quoi la FSU? Ça veut dire quoi? C'est la Fédération syndicale unitaire et son champ de syndicalisation, ce sont les trois versants de la fonction publique, c'est-à-dire la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Combien d'adhérents total? Aujourd'hui, c'est 1400 adhérents en Guyane, 160 000 au niveau national. C'est une grosse organisation. C'est la première fédération dans la fonction publique. D'accord. Depuis quand vous avez été élu? Alors c'est tout récent, c'est lors du congrès du mois de janvier 2016, mais mon implication dans la fédération remonte déjà à plus d'une dizaine d'années. Alors ATV se veut une chaîne pédagogique. C'est quoi pour vous le rôle d'un syndicat? Le rôle d'un syndicat, c'est défendre l'intérêt des travailleurs et des usagers de ce service public. Donc si on prend l'école par exemple, c'est défendre les intérêts des élèves, des parents et des enseignants. Vous êtes prêt à défendre l'indéfendable? Je vous pose cette question parce que tout récemment, il y a eu une polémique sur un jeune écolier qui aurait été secoué par des personnels. Comment ça se passe? On ne défend pas l'indéfendable. On a un cadre de travail qui est défini, on a des statuts, nous sommes des représentants de l'État. C'est bien ça le rôle d'un service public. Et donc, par rapport à ces missions, nous devons rester dans ce cadre. Alors, on vous a beaucoup entendu. Vous n'hésitez pas à intervenir sur le champ médiatique, et à raison le plus souvent. Mais vous êtes beaucoup écouté, mais il semble que vous n'êtes pas entendu. Vous parlez à quel niveau? Sur vos différents champs d'intervention, les infrastructures scolaires, par exemple. Vous demandez un plan Marshall à raison, mais tout le monde vous dit oui, vous avez raison, mais c'est pas suivi d'effet. Ce silence est assourdissant. On se retrouve depuis quelques années dans des luttes dans un cadre intersyndical avec d'autres syndicats de l'éducation où nous demandons des constructions scolaires. Qui sont une nécessité. Qui sont une nécessité. On a été reçus par les différents représentants du gouvernement, par les différents représentants de l'État au niveau local que sont la préfecture, la sous-préfecture, tout le monde est d'accord. Les grands absents sont les décideurs, c'est-à-dire les élus des municipalités et aujourd'hui de la collectivité. Ces personnalités, ces élus n'ont jamais participé à ces débats. Vous pensez qu'avec l'avènement de la nouvelle CTG, les choses vont changer? Eh bien, écoutez... Parce que là, on a annoncé un gros déficit, etc. Il faut toujours garder espoir, mais en même temps, j'ai envie de dire, ils nous ont pas sorti du chapeau d'illustres inconnus. Le président de la CTG, c'était bien le président du conseil régional, sauf erreur de ma part. Il n'a pas réussi à construire des lycées en nombre suffisant. Arrivera-t-il aujourd'hui à construire sur le mandat qui arrive des collèges et des lycées en nombre suffisant? Nous l'espérons en tout cas, et nous sommes ouverts au dialogue. À combien vous estimez le nombre de constructions nécessaires? Alors, c'est un constat qui est partagé par l'intersyndical, qui est partagé par les services du rectorat et qui est partagé par les services de l'État. Aujourd'hui, dans les 5 ans à venir, si on veut rattraper le déficit, c'est 500 salles de classe, c'est 10 collèges et 5 lycées. En 5 ans. C'est uniquement pour rattraper. Pour rattraper, ça veut dire que dans 5 ans, on sera capable de scolariser à peu près tout le monde. Mais ça ne permettra pas de se projeter dans l'avenir au vu de l'évolution démographique. Alors, vous avez récemment appelé une mobilisation autour de la loi El Khomri. Oui. Alors, 2 choses. 1, pourquoi, selon vous, cette faible mobilisation? Et 2, pourquoi ne vous êtes-vous pas rapproché de syndicats de salariés du privé qui sont, eux, directement concernés par cette loi? Alors, tout d'abord, ce projet de loi travaille. Il y a des mobilisations prévues. Tout d'abord, nous avons travaillé dans un cadre intersyndical et la journée du 9 mars était une journée à l'initiative de la jeunesse. Les organisations syndicales présentes dans ce mouvement... Elles venaient en complément. Voilà, elles venaient en soutien. Nous avons essayé de prendre des contacts avec les jeunes. C'est pas évident parce qu'ils ne sont pas structurés comme on peut le voir au niveau national avec des syndicats comme l'UNEF, la FIDEL. Vous manipulateur aussi. Exactement. Mais il était indispensable pour nous, représentants du service public d'éducation, dans un cadre intersyndical, de dire nous nous mobilisons pour notre jeunesse. Les lycéens, les étudiants sont les salariés de demain. D'accord. Alors, pourquoi la mobilisation n'a pas eu lieu? Je pense qu'il y a un problème de prise de conscience et de savoir exactement que contient ce projet de loi. Et pourquoi les salariés du privé ne sont pas mobilisés? Alors, les salariés du privé, c'est prévu, c'est pour le 31 mars. Donc là, on rentre dans une mobilisation qui sera interprofessionnelle, privée, publique et au niveau national. Comment vous expliquez cette faiblesse aujourd'hui des syndicats, tant au niveau du nombre d'adhérents et cette mobilisation qu'on n'arrive plus à faire au niveau de la rue?
Alors, je vous répondrai que c'est social, c'est pas lié à la Guyane, hein, mais non. Au niveau national, on a des difficultés à mobiliser. Je pense qu'aujourd'hui, les travailleurs du public comme du privé perdent espoir dans leur politique, et ça, c'est très grave. Mais en même temps, si on prend la mobilisation sur le 9 mars, ce sont des centaines de milliers de jeunes, de retraités, de travailleurs, de chômeurs qui se sont mobilisés, au niveau national. Ça veut dire que quelque part, quand l'exaspération atteint des sommets, le peuple est capable de se mobiliser, et nous espérons bien qu'il se mobilisera le 31 mars. Alors, à nouveau recteur, ce turnover de recteur, une bonne chose, pas une bonne chose pour la Guyane? Comment vous l'expliquez? Ce sont des décisions politiques. Un recteur est nommé en Conseil des ministres. Voilà, l'ancien recteur a fait à peu près 2 ans. Celui-là fera certainement à peu près 2 ans, pas plus. 2 ans, oui, c'est trop court. C'est trop court pour comprendre les besoins de l'Académie de la Guyane et les défis à relever dans la décennie à venir. C'est bien trop court, oui. Aux Antilles, on a des recteurs qui restent plus souvent que 2 ans. Celui qui vient de partir remplace un recteur qui est resté 6 ans en Corse. Pourquoi en Guyane, il y a une aussi grande turnover? Oh, parce que je pense que les consignes ministérielles sont assez claires. C'est surtout pas de vagues. Vous achetez la paix sociale, vous faites au mieux, et puis rassurez-vous, dans 2 ans, vous aurez une promotion et on vous enverra dans une belle grosse académie où il y aura quasiment pas grand-chose à gérer. Pour vous, c'est ça? Bien sûr. C'est une promotion. C'est une promotion, c'est un tremplin. La Guyane serait un marchepied promotionnel. Écoutez, le jour où on enverra un recteur qui a déjà été recteur en Guyane, c'est-à-dire qui sera capable de gérer une académie, on dira dans ce cas-là, oui, ce n'est plus un marchepied. Mais l'histoire montre, et depuis 2 décennies quand même, que à chaque fois, nous avons des recteurs débutants. C'est pas péjoratif, mais c'est que c'est un constat. Ils n'ont pas l'expérience de gérer les commissions, de gérer les personnels, de gérer les difficultés que sont la non-scolarisation, les constructions scolaires, toute la diversité culturelle et linguistique. Ils n'ont pas cette expérience. Ils arrivent et donc ils doivent prendre les choses en main un petit peu comme ils peuvent. Donc ils font au mieux, ils se débrouillent. Mais 2 ans, ça reste de toute manière très très court. L'avènement du réseau d'éducation prioritaire, c'est une vraie chance pour la Guyane? Bien sûr, mais aujourd'hui, c'est une solution. C'est une solution à un certain nombre de problèmes. Ça ne réglera pas les problèmes de non-scolarisation. Maintenant, il faut être très clair. La réforme de l'éducation prioritaire est une bonne chose pour les élèves qui sont déjà dans le système éducatif. Mais en même temps, c'est un trompe-l'œil puisque le ministère ne donne pas les moyens qu'il a prévus dans la loi pour faire fonctionner cette réforme. Et là, même les services du rectorat s'accordent à dire que les dotations ministérielles sont insuffisantes. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire concrètement que sur le terrain, on va appliquer cette réforme, mais une réforme qui sera appliquée à minima. Une réponse rapide. Vous êtes impliqué aussi dans le champ sociétal. À ceux qui revendiquent la suppression des 40% d'indemnité de vie chère, que leur répondez-vous? Alors nous répondons, mais pourquoi ne pas mettre les 40% pour tous les salariés? Et dans ce cas-là, il faudra qu'il y ait un vrai travail sur l'étude des prix. Si demain on supprime les 40% et que les prix deviennent normaux, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on réduit les écarts déjà entre Cayenne, Saint-Laurent et entre Saint-Laurent et Maripasoula, eh bien dans ce cas-là, oui, on pourra en discuter. Mais nous, notre position à la FSU, vu l'état des prix du carburant, les prix à la consommation, c'est les 40% pour l'ensemble des travailleurs. Pourquoi le maçon devrait-il payer aussi cher son carburant puisqu'il a besoin de se déplacer, ses produits de consommation, alors que lui ne bénéficie pas de cette indemnité? C'est injuste. Dernière question rapide. Un élément positif, mais vraiment très positif, à l'école guyanaise aujourd'hui? C'est de voir quand même le sourire de tous ces jeunes qui ont quand même de l'espoir dans le système éducatif, qui sont contents de venir à l'école, de retrouver leur maître ou leur maîtresse, de voir ces petits bouts qui progressent et qui rentrent dans la langue française et qui rentrent dans les apprentissages. Ça, c'est toujours positif. Merci, Monsieur Deschavannes. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt.